crée des pauvres et on les maintient pauvres. Je veux pas qu'on donne de l'argent à mes enfants. Comment ça? La colonne vertébrale d'une société, ça doit être le travail. Motiver les gens au travail, c'est par le gain. Je suis entièrement d'accord pour qu'on fasse un système simple, juste, transparent, Signé ici. mais je ne veux pas qu'il soit universel. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Marc de Basquiat et Nicolas Bouzou sur la question de faut-il instaurer un revenu universel en France et quel impact cela aurait-il sur les aides sociales. J'espère que ce débat vous plaira, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo. L'instauration du revenu universel incitera les gens à ne plus travailler. Faux, évidemment. Faux, et je dirais peu importe en fait. Le revenu universel est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté. Bof, si c'est permis. Faux. L'instauration d'un revenu universel entraînera forcément une augmentation des prix. Ah, très faux. Faux. Avec l'instauration d'un revenu universel, les entreprises baisseront leurs salaires. Faux. J'en sais rien, peut-être vrai. Actuellement, un revenu universel ne peut être financé. Faux. Ne peut pas être financé. Ouais, pardon. Faux. Faux. On peut financer ce qu'on veut. Si un revenu de base est instauré, les jeunes ne se formeront plus. Faux. Faux. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bouzou, j'ai une formation d'économiste, je dirige un cabinet d'études et de conseils qui s'appelle Asterès, je suis éditorialiste à l'Express et sur Europe 1, président d'un grand rassemblement progressiste et libéral qui s'appelle Les Rencontres de l'Avenir à Saint-Raphaël et l'auteur d'une quinzaine, une vingtaine d'ouvrages, dont le dernier qui s'appelle La France de l'à peu près, aux éditions de l'Observatoire. Le revenu de base est une reconnaissance monétaire de la dignité humaine. Je n'ai pas d'avis sur les considérations philosophiques de cet ordre. Complètement faux. Le revenu universel permettra une meilleure balance entre le temps de travail et le temps de loisir, ce qui leur permettra un meilleur épanouissement. Un peu vrai. Faux. Est-ce que vous pouvez définir chacun ce qu'on entend par revenu universel? Marc, si vous voulez commencer. Alors, le revenu universel, on peut le voir de différentes manières, mais le point, je pense, le plus important, c'est de mettre en œuvre une solution de redistribution qui soit absolument identique pour tous les citoyens de la communauté dont on parle. Pour la France, ce serait une solution qui assurerait à chacun un revenu inconditionnel de l'ordre de 500 € par mois. Et cette chose-là ne fonctionne que dans le cadre d'une mesure fiscale qui est une imposition de tous les revenus et donc qui assure une redistribution fiscale avec certains qui payent et qui reçoivent les 500 €, d'autres qui ont des revenus plus élevés qui vont également payer et qui recevront aussi 500 €. C'est une loi, je dirais mathématique, qui s'applique à l'identique, prélèvement plus versement, identique pour tous les citoyens du pays. Bonjour, Marc de Basquiat, je suis ingénieur et docteur en économie. Je suis président de l'association pour l'instauration du revenu d'existence, qui a été créée il y a 35 ans par des économistes déjà. Et nous travaillons depuis effectivement toutes ces années pour expliquer comment une forme de revenu universel pourrait être mise en place en France, probablement sous le terme d'impôt négatif, qui est probablement la notion qui est la plus pertinente dans la France telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, moi je suis assez à cheval sur les termes. Donc le revenu universel, c'est un revenu qui est universel, qui est donc distribué à tout le monde. En fait, du seul fait qu'on existe, on a le droit de percevoir ce revenu universel. Alors en général, dans les propositions qui sont faites, ça concerne la population adulte, ou en tout cas la population à partir d'un certain âge, peut-être à partir de 15 ou 16 ans, mais en tout cas c'est un revenu qui est le même pour tout le monde, qui est distribué sans condition. Et c'est très important de rappeler ça parce qu'il y a parfois de la confusion dans le débat public. Un certain nombre de gens pensent proposer un revenu universel, alors qu'en fait ils proposent une aide qui est une aide qui peut être distribuée à un très grand nombre de personnes. Mais si par exemple l'idée c'est de dire on va verser une aide universelle mais sous condition de ressources, ça n'est plus un revenu universel. Donc le revenu universel, c'est vraiment un revenu pour tout le monde. Et donc la formule du revenu universel, c'est ce qu'il écrit noir sur blanc dans la justice agraire. Je me fiche que certains deviennent très riches du moment que personne ne devient pauvre en conséquence. Et c'est ça la formule magique. Donc vous donnez assez aux gens pour qu'ils se sentent autonomes, qu'ils créent leur propre valeur. Absolument. Là, je confirme totalement, c'est pour tout le monde. Et
le point qui est important de noter aussi, c'est que c'est indissociable d'une réforme de la fiscalité. C'est indissociable de la fiscalité. Forcément, il y a un prélèvement qui va avec. Ça n'a pas de sens de parler de revenu universel si on ne parle pas de la fiscalité. Ça n'a absolument aucun sens. Est-ce que c'est plus une incitation à la paresse ou un droit à la dignité alors pour vous? Alors, ce n'est certainement pas une incitation à la paresse. L'incitation à la paresse, c'est le système actuel. Les systèmes actuels des minima sociaux ont pour caractéristique commune à tous les minima sociaux, c'est qu'ils désincitent au travail. Et ces minima sociaux sont en général des prestations différentielles qui font que quand on a un petit revenu, ce petit revenu est totalement soustrait de la prestation. Donc quelqu'un qui, mettons un RSA de 500 €, s'il fait un petit travail de 400 €, bah son RSA ne sera pas 500 €, mais 100 €. C'est-à-dire que les 400 € de son travail sont juste supprimés, évacués. Et donc ça, c'est commun à tous les 10 minima sociaux. Donc les systèmes actuels découragent le travail très très fortement. Plus la complexité, plus les démarches difficiles, ainsi de suite. Donc, quand j'ai pris en compte ce sujet du revenu universel, avec un autre terme à l'époque, c'était il y a bientôt 20 ans de ça, c'était justement en constatant que nos systèmes de minima sociaux, d'aide sociale, sont des systèmes qui sont tout à fait désincitatifs par rapport au travail. C'est ma motivation première. Et donc, le revenu universel a pour caractéristique, c'est qu'on parle toujours des mêmes 500 €. C'est un moyen de vivre chichement, mais bon, c'est un moyen de survivre, bien sûr. Et par contre, dedans, on ne va pas enlever les 500 € si vous travaillez un petit peu. Non, on va vous enlever de l'ordre de 30%, comme c'est le cas aujourd'hui pour la plupart des gens qui travaillent, de l'ordre de 30%. Et donc, vous avez un système qui est un socle de 500 € extrêmement solide et un prélèvement raisonnable qui fait que vous n'avez pas de désincitation au travail, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Donc mon sujet, quand je propose un revenu universel, c'est d'enlever cette hérésie de désincitation au travail qui est apportée par les systèmes sociaux actuels. Alors, votre question, elle porte à la fois sur la question de la dignité et sur la question de la paresse. Je vais répondre à ces deux aspects. Alors, pour moi, déjà, le revenu universel n'a absolument rien à voir avec les questions de dignité pour une raison simple, c'est que je considère que tout être humain a un très égal niveau de dignité. Donc, une personne qui n'a aucun revenu a le même niveau de dignité qu'un milliardaire. Donc, pour moi, la question de la dignité est absolument pas là et n'est absolument pas liée à la question du revenu. Donc, ça, je l'évacue. Alors, la question maintenant de est-ce que le revenu universel est une incitation à la paresse ou au travail. Bon, déjà, même sans revenu universel, on a le droit de travailler beaucoup ou de ne pas travailler ou d'être paresseux. On est dans des sociétés libérales, moi je trouve ça très bien. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Donc s'il y a des gens qui veulent travailler très peu, s'il y a des gens qui veulent faire jouer ce qu'on appelle dans le débat politique, mais dans ce débat un peu superficiel au fond, mais le droit à la paresse, le droit à la paresse, il existe, n'importe qui peut être paresseux, même sans système de revenu universel. Mais la façon dont vous posez votre question me permet d'expliquer la raison pour laquelle moi je suis opposé au revenu universel. Je suis opposé au revenu universel, pas pour des raisons financières, même pas trop pour des raisons économiques, on pourra en parler parce que c'est important, mais je suis opposé au revenu universel pour une raison qui est une raison de fond et qui est une raison philosophique. C'est un choix philosophique. C'est-à-dire que je considère que la colonne vertébrale d'une société, ça doit être le travail. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je suis bien d'accord. Non, mais je considère que les revenus doivent, en première analyse, venir du travail. Et ce sont les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, au fond, puisque la plupart de nos concitoyens travaillent, donc ils touchent un revenu d'activité, que ce soit un salaire ou autre chose. Certains de nos concitoyens sont en retraite, donc ils sont en retraite, ils touchent une retraite parce qu'ils ont travaillé. Certains de nos concitoyens sont souffrants, donc ils touchent des indemnités journalières parce qu'ils ont travaillé. Certains de nos concitoyens sont demandeurs d'emploi, ils cherchent un travail. Donc en fait, on voit que les revenus dans notre pays sont pour l'essentiel liés au travail. Et je trouve ça très important parce que je considère que c'est au fond l'organisation sociale qui correspond le mieux à l'héritage intellectuel des Lumières, qui est mon héritage intellectuel et qui pour moi définit les démocraties libérales auxquelles je suis très, très attaché. Le travail doit rester la colonne vertébrale d'une société et le revenu lié au travail doit rester la référence de la société. Et ce pourquoi je suis opposé au revenu universel, c'est justement parce que, du point de vue philosophique, il coupe ce lien. C'est-à-dire qu'il dit aux gens, vous existez, Marc, vous existez, et du simple fait que vous existez, vous avez droit à un revenu. Et je suis en opposition
avec ça. Je pense que vous avez droit à un revenu parce que vous travaillez. Je pense que vous avez droit à un revenu parce que vous êtes souffrant. Ça ne m'a pas l'air d'être le cas. Parce que vous avez beaucoup, parce que vous avez beaucoup travaillé. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je considère que la solidarité doit apporter des revenus à ceux qui ne peuvent pas travailler ou qui ne trouvent pas de travail. Mais je pense qu'il est très important que la société reste organisée autour de ça. Alors, sur ce point-là, qui était le point le plus important, je suis absolument d'accord avec vous à 100%. Ce qui est très curieux, c'est que nous arrivons à une conclusion différente, opposée. C'est ça quelque chose qui est assez passionnant sur cette idée des revenus universels, c'est que nous avons exactement les mêmes fondements philosophiques. Pour moi également, le travail est quelque chose qui est essentiel pour la société et pour chaque personne en soi. Chacun va se réaliser parce qu'il travaille, parce qu'il va imprimer sa marque sur la société, parce qu'il va réaliser des choses qui ont du sens pour lui, qui vont le faire grandir. C'est ce que Jean-Paul II appelait donc, les différents sens du travail. C'est, on travaille pour soi et puis on travaille également pour la société. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est commun entre nous. Ce que je dis, ce que j'ai déjà dit, mais je le répète, c'est que nos systèmes actuels détruisent cela. Et mon combat, c'est de dire, il faut remettre en cause nos systèmes sociaux actuels. Les remettre en cause violemment. On pourrait les détruire en disant, OK, on supprime le RSA, on supprime la AAH, on supprime la RSA, on supprime ça. Du coup, les gens, ils vont se débrouiller par eux-mêmes, ils vont trouver une solution eux-mêmes. Et donc, voilà, c'est les gens, ils vont du coup travailler, ils n'auront pas d'autre choix. OK. Ça, c'est une motivation par la faim. OK, les gens, ils auront faim, donc ils vont se bouger, ils vont travailler. En réalité, c'est une erreur, cette chose-là. Lionel Stoléru le disait très bien. Il disait, quelqu'un qui le matin se lève sans savoir ce qu'il va manger dans la journée, il ne cherche pas un travail, il ne va pas aller faire la queue chez Pôle emploi, il va aller faire la queue au Resto du Cœur. Il va chercher de quoi manger. Donc les gens qui ont faim, ils ne cherchent pas un travail, ils cherchent à manger. Donc motiver par la faim, ça ne fonctionne pas. Non, on est d'accord. Bon, ça ne fonctionne pas. Donc motiver les gens au travail, c'est par le gain. Il faut que les gens aient un gain à travailler. S'ils n'ont pas de gain à travailler, honnêtement, qui va travailler s'il y a zéro gain de aucune sorte? Et ce que nous infligeons à des millions de gens en France. Les minima sociaux sont des systèmes où les gens n'ont aucun gain à travailler. C'est ça que je dénonce avec la plus grande violence. Et le revenu universel, c'est le moyen de dire, OK, il vous faut 500 € pour survivre, OK, on vous garantit les 500 € pour survivre. Mais par contre, si vous travaillez, on ne va pas vous prendre 100% de votre revenu. On va vous en laisser une grande partie. Je fais aussi une analyse assez critique du système social dans lequel on est en France. Je le suppose. Non, mais bon, je trouve qu'il a quand même évidemment de très bons côtés. Nos concitoyens, ils sont très attachés à l'État-providence à la française, et je pense que c'est en effet quelque chose qui fait un peu partie de notre identité. Après, vous avez tout à fait raison de dire que pour un certain nombre de personnes en France, le fait de travailler, de passer d'une situation d'inactivité à une situation d'activité au travail, ne génère pas suffisamment de revenus supplémentaires pour que ce soit incitatif. Parfois aucun. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on le voit bien en ce moment, on voit bien les difficultés de recrutement des entreprises. Et il suffit de discuter avec un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui nous disent, mais au fond, moi, les gens me disent clairement, mais je gagne pas plus si je viens travailler comme chauffeur routier. Ou comme... Donc on est entièrement d'accord là-dessus. Mais je ne vois pas en quoi la conséquence logique est de nous faire basculer vers un système de revenu universel. Ce que je vois, c'est qu'il y a évidemment une réforme à faire, qui est celle de la simplification des minima sociaux, qui est le fait de rendre les minima sociaux plus incitatifs, au fond, selon une règle qui n'a pas besoin du revenu universel. On en est loin en France, mais qui serait de dire... les personnes qui travaillent doivent avoir des revenus supérieurs aux personnes qui ne travaillent pas. Ou plus exactement, pour être encore plus précis, le fait de passer d'une situation de non-travail à une situation de travail doit systématiquement, sans aucune exception, se traduire par un gain financier. Mais oui, mais je pense qu'on peut faire ce changement. On peut faire. Alors d'ailleurs, le gouvernement actuel essaye de le faire. Bah oui, ça fait des décennies qu'on essaye de le faire. Mais je vois pas en quoi le fait de donner 500 € à Bernard Arnault change ça, si vous voulez. On lui donne déjà beaucoup plus. En réalité. Oui, mais là, il y a une force. L'impôt sur le revenu. Regardez. Oui. C'est pas question. Non, mais écoutez, c'est un point important. Je sais bien. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif. Bernard Arnault paye un impôt sur le revenu à un taux probablement de 45%, le taux marginal au-dessus, mais il paye 0% sur ses premiers milliers d'euros, comme tout le monde, comme vous et moi. Il paye 11% sur la suite, ainsi de suite. Si bien que son impôt sur le revenu n'est pas de 45% sur tous ses revenus.
Il paye 45% Bien sûr, oui, sur bien une sûr. partie et il paye moins sûr. sur les autres. Bon. Quand on regarde l'impôt progressif sur les revenus, c'est une loi assez surprenante qui est que finalement, on a une courbe qui est une courbe un petit peu comme ça, qui est un peu Elle penchée est un vers petit français. peu dégressive. Voilà, un peu dégressive, voilà. En France, on est comme les champions de la progressivité de l'impôt. Oui, bien sûr, complètement. Les champions mondiaux, c'est impressionnant. Et en fait, quand on regarde sur les 5 tranches d'impôt sur le revenu, la tranche la plus importante d'un point de vue recette fiscale, c'est la tranche à 30%. La tranche à 30% d'impôt sur le revenu, c'est une tranche qui concerne à peu près 13% des foyers fiscaux. 13%. Ces foyers fiscaux, leur impôt sur le revenu se calcule avec une formule extrêmement simple actuellement, qui est de dire, voilà, vous allez payer tous les mois 30% de vos revenus, moins 500 € par adulte. Les enfants, c'est un peu plus compliqué, je laisse tomber un peu les enfants. La formule actuelle de l'impôt pour ces 13% de la population, vous payez 30% de vos revenus, moins 500 € par adulte, qui sont soustraits de votre impôt quelque part. Cette formule-là, très curieusement, c'est quasiment la même que pour quelqu'un qui est au RSA et la prime d'activité. Et ma proposition, c'est de dire, plutôt que de faire des systèmes compliqués, avec des exceptions, des démarches, des justifications, des trous, des erreurs, du non-recours, instaurons cette tranche à 30%, 500 € pour toute la population. Ça ne coûte pas très cher, parce qu'on est déjà plus ou moins là-dessus. Et ça permet d'éliminer toute une complexité qui casse les gens. Hein, les gens n'y comprennent rien, les citoyens ne sont pas respectés dans leur rôle de législateur. Enfin, le citoyen, en démocratie, c'est comme le citoyen qui décide. Le citoyen pourrait du coup comprendre que la loi est la même pour tout le monde, que nous avons tous la même loi, le même règlement. Et ça a quand même une vertu extrêmement importante, c'est qu'avec ça, personne ne peut être dans un trou. On parle de 500 €. 500 €, c'est 17 € par jour. Qui va se dire, tiens, j'ai 17 € par jour, chouette, génial, ma vie est réussie. Clair, bien sûr. On parle d'un socle. Bien sûr. Ce socle, je ne vois aucune raison objective pour dire on ne va pas reconnaître à quelqu'un ce socle de 17 € par jour. Je ne vois pas. Non, mais si, moi j'en vois une. Non, mais si, j'en vois une. C'est le revenu. C'est-à-dire que moi, je veux aider ceux qui sont dans le besoin. Mais en fait, c'est très intéressant ce débat parce que vous mobilisez des arguments qui sont des arguments techniques avec lesquels je suis d'accord. Je suis d'accord avec votre Non, mais avec votre démonstration. De toute façon, elle est juste. Vous appuyez sur des statistiques, etc. Donc, on est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous pour une raison de principe. En réalité. C'est-à-dire que je ne veux pas d'un revenu universel parce que je ne veux pas que l'État distribue un revenu à tout le monde. Alors vous allez me dire, oui, mais avec le jeu des exemptions, etc. En fait, de fait, c'est le cas. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais oui. Mais non, oui, mais non, parce que la symbolique des mots est quelque chose qui est très important, qui définit aussi une politique. Et donc, le fait d'instaurer un revenu universel resterait une rupture importante, symboliquement, même une rupture fondamentale par rapport au système actuel. J'ajoute un deuxième argument qui, pour le coup, est un argument plus utilitariste. Je connais très bien les grandes qualités, les grands charmes de mon pays. Je connais aussi ses défauts. Vous n'imaginez pas une seule seconde qu'une fois, admettons que ce montant de 500 € soit défini. Mais vous n'imaginez pas une seconde qu'il n'y ait pas des groupes parlementaires qui arrivent à se mettre ensemble pour multiplier les exemptions, les niches, les machins, les trucs. C'est le grand charme et le grand défaut de notre pays. C'est le drame. C'est partie des drames nationaux, absolument. C'est l'émiettement de la politique qui reconnaît un tas de catégories, de sous-catégories et d'exceptions dans tous les sens. C'est épouvantable. Là-dessus, je suis bien d'accord avec vous. Mais le point de départ, c'est de dire, est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas reconnaître que dans un pays, dans une collectivité, des personnes qui disent « nous vivons ensemble sur un territoire », on reconnaisse à chacun un droit à vivre à hauteur de 17 € par jour. Non mais ça, bien sûr, mais attendez, on l'a. Et si on le fait, comment le faire de manière efficace? Et pour le faire de manière efficace, la chose que j'affirme, c'est que leur enlever 100% de leurs autres revenus, c'est une hérésie absolue. Et donc moi j'ai dit, non, il ne faut pas enlever 100%, il faut leur enlever 30%. Et donc 17 € pour tout le monde tous les jours, 30% sur les autres revenus, c'est quasiment ce qu'on a aujourd'hui. Eh bien, disons-le. Prenons acte du fait que c'est la règle du fonctionnement du système socio-fiscal français. C'est un paramétrage extrêmement simple, il faut juste en prendre acte.
Non, parce que si vous voulez, moi je suis entièrement d'accord avec l'idée selon laquelle chacun de nos concitoyens doit avoir accès à cette sécurité. Vraiment, aucune ambiguïté là-dessus. Mais c'est justement le système social qu'on a développé en France, notamment avec le RSA. Donc le RSA pour les gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, et le RSA, ce qu'on appelle la prime d'activité, comme complément pour les gens qui travaillent mais qui ont un revenu qui est très faible. C'est justement ce qu'on essaie de faire. Et en fait, si on n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'on le fait pas bien. Je veux pas m'autociter, c'est parce qu'on est un peu dans l'à peu près, etc. Mais c'est pas pour une raison de fond, si vous voulez. C'est parce que c'est parce que on n'arrive pas à mettre en place des systèmes en France qui soient des systèmes suffisamment simples et suffisamment efficaces, tant du point de vue des aides, vous l'avez très bien dit, que du point de vue de la fiscalité. Mais je ne considère pas qu'on va pouvoir résoudre ce problème en disant on bazarde ça et on passe au revenu universel. Je pense qu'en fait, ça ne change absolument rien. Parce qu'on va passer au revenu universel, mais vous n'allez pas dire aux gens on vous donne 500 € et puis on s'occupe plus de rien. Vous aurez toujours les aides au logement. Bien sûr. Vous aurez tout. Non mais donc vous aurez toujours. Handicap, non mais donc en fait, vous n'aurez pas de simplification. On va remuter le système, on va le retrouver, on va mettre des trucs, et vous retrouverez avec à peu près. Vous aurez eu l'impression de faire une révolution et vous vous retrouverez avec à peu près le même système. Je crois que la révolution est conséquente. Prenez l'exemple, juste pour éclairer le débat peut-être. Prenez le cas des enfants à charge. Aujourd'hui, quand vous avez des enfants à charge, vous allez pouvoir bénéficier d'aides diverses et variées, sociales, familiales ou fiscales. Il y a, je dénombre 12 systèmes de cette nature-là. 12. Selon votre niveau de revenu, selon le nombre d'enfants que vous avez, selon l'âge des enfants, selon le fait que vous êtes marié, pas marié, selon que vous êtes parents isolés, ainsi de suite. 12 dispositifs différents. Quand on a des revenus relativement conséquents, le seul sujet qui nous intéresse, c'est le quotient familial. C'est un petit complément, crédit d'impôt sur enfants scolarisés, ce genre de choses. Bon, c'est très faible. Par contre, quand vous êtes plus bas, classe moyenne et en dessous, vous avez donc une dizaine de dispositifs incompréhensibles. Il n'y en a pas un seul qui est compréhensible, pas un seul. Quand on fait la somme de tous ces dispositifs-là, quand vous tracez la résultante de tous ces trucs-là, vous vous rendez compte que vous avez un système qui est globalement autour de 200 € par enfant, par mois. Autour d'eux. Dans certains cas, c'est pas monter au-dessus de 500 € pour un enfant par mois. 500 € pour un enfant par mois. Dans certains cas, ça peut être 0. Où est l'équité? En quel sens est-ce qu'on peut justifier? Je suis d'accord avec vous. Mais... Et donc ça, pourquoi? Parce qu'on a laissé, effectivement, comme vous le disiez vous-même, on a laissé la créativité d'un tas de dispositifs totalement incompréhensibles et non cohérents entre eux créer un magma épouvantable. Et donc quand je propose un revenu universel, je propose également ce que j'appelle une allocation familiale unique qui dit, voilà, un enfant, c'est 200 €, fin de l'histoire. Au-dessus de 14 ans, ça peut être 250 €, très bien, voilà. Ça, en termes de masse monétaire, c'est à peu près équivalent à ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a plus de trou. Le cas de couple avec un enfant qui a aujourd'hui 2 SMIC, qui aujourd'hui est à 0, il n'est plus à 0, il est à 200 € pour son enfant. C'est quand même un gros changement dans notre manière de voir les choses. Mais on est 1000 fois d'accord. Mais je dis, mais on est d'accord. Mais non, mais vous déplacez un peu le sujet parce que en fait, vous évoquez la question de la simplification, du fait que mais oui, 1000 fois oui, je peux pas vous dire mieux. Nous sommes d'accord, mais c'est une chose. Non, mais c'est une chose. Les contracts. Simplifions la vie des Français. Mais oui, voilà. Je suis bien d'accord. Mais évidemment, mais c'est une chose de dire ça et de vouloir simplifier ça, et c'est ça ce que je voudrais faire comprendre. Et c'en est une autre de basculer dans le système de revenu universel. Mais je ne veux pas que mes enfants aient un revenu. Et je ne veux pas qu'on donne de l'argent à mes enfants. Comment ça? Mais certainement pas. Mais je m'en occupe eux-mêmes. Ils ont l'éducation qu'il faut. Et puis, ils iront faire leur vie, ils iront travailler. Mais je veux certainement pas qu'on leur donne de l'argent. Aujourd'hui, à vos enfants, selon l'âge, reçoivent pas d'argent personnellement avant 18 ans, mais après, quand ils sont étudiants, boursiers, éventuellement, ils reçoivent de l'argent. J'en ai un qui a passé le cap. Voilà, bon, donc on est là-dedans, moi j'en ai plusieurs, un certain nombre. Voilà, donc je connais bien ce sujet-là. Oui. Donc effectivement, il n'est pas aberrant que l'État investisse dans ses enfants et dans sa jeunesse. C'est pas aberrant. Non, mais bien sûr. Non, mais, voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on investisse dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, etc. Bien sûr. Pas qu'on leur file 500 balles. Et les 500 balles, quand on a au-dessus de 18 ans, je crois que l'enjeu qui est là, c'est l'autonomie des jeunes. Ouais, mais bien les sûr. Jeunes, pour être autonomes, il faut qu'ils aient suffisamment, je dirais, de ressources monétaires pour pouvoir payer leurs études, leur logement, vous leur bouffe. Vous pas autonome avec 500 €. Au Danemark, les étudiants sont payés d'ailleurs. Oui, mais c'est autre chose.
Et ça, vous en pensez quoi? Vous voudriez pas qu'on paye justement? Alors c'est le cas en France hein, pour certaines écoles, certaines écoles dans lesquelles les étudiants sont payés. Donc ça, je trouve que c'est un très bon Polytechnique. Voilà. Ça pourrait peut-être même plus les motiver à s'investir. Non, mais dans je leur pense cours, que c'est un très bon débat au cas par cas. Mais là encore, vous voyez, je trouve que en fait, on déplace un peu le débat. C'est-à-dire que qu'on réfléchisse à la meilleure façon de donner de l'autonomie aux jeunes. Je suis un libéral comme vous. Pour moi, c'est peut-être d'ailleurs l'un des sujets de débat politique les plus grandioses, donc je suis 1000 fois d'accord avec ça. Mais avoir une éducation nationale qui fonctionne pas, dont les performances se dégradent, avoir un enseignement supérieur qui est un enseignement supérieur qui, mais n'est pas d'un très bon niveau en France, en moyenne en tout cas, en ce qui concerne les universités, en tout cas un système qui est incroyablement inégalitaire. Je pense que tant qu'on corrige pas ça, mais on n'améliore absolument pas l'autonomie de la jeunesse en aucune façon. Si vous corrigez pas les fautes d'orthographe à l'école primaire et que vous donnez 500 € aux jeunes, mais je peux dire que vous faites une catastrophe sociétale. Oui, et c'est pour ça que je veux vraiment qu'on prenne les sujets dans l'ordre. Alors l'argent, on le donne aux jeunes qui en ont besoin. Okay. Mais les autres, non. Ok. Alors, il y a un penseur anglais qui écrivait des choses intéressantes, même si ses propos sont extrêmement choquants. C'est M. Malthus. Malthus qui disait « Si vous créez des mesures pour les pauvres, vous allez créer des pauvres ». Cette phrase est assez profonde. Et donc moi je dis, il ne faut pas créer de mesures pour les pauvres. Il faut créer des mesures pour les citoyens. Et vous allez créer des citoyens. Ouais, non mais... c'est important, c'est important. Le slogan est sympa, mais... Non, c'est pas un slogan. Non, c'est pas un slogan. C'est extrêmement technique. Si vous créez des mesures qui sont réservées aux pauvres, les gens, une fois qu'ils y sont, ils vont y rester. Et c'est bien ce qu'on observe. Sur le RSA, les gens ne sortent pas du RSA. Ils n'en sortent pas. Ou alors... Non, mais bien sûr. Et ça, c'est quand même dramatique. C'est dramatique. Alors... Enfin, on peut aussi élargir le sujet, parce que là aussi, en fait, je serais plutôt enclin à vous suivre. Je pensais à la question du logement social, parce que quand vous dites les gens ne sortent pas, l'exemple qui me vient en tête, c'est le logement social, parce que pour le coup, il est statistiquement avéré que beaucoup de gens n'en sortent pas. Mais pourquoi les gens ne sortent pas du logement social? Parce qu'on ne les fait pas sortir. Parce que s'ils veulent en sortir, ils ont tellement de misère qu'ils ne sortent pas. Parce qu'on n'a pas suffisamment de logements, parce que les loyers de ce qu'on appelle le marché libre sont élevés. Ils sont élevés pour une raison d'offre et de demande, en fait, parce qu'on n'a pas suffisamment d'offres de logements par rapport à la demande. Donc, c'est pour cette raison-là. Là encore, c'est pas parce qu'on va donner... La question du logement, tiens, d'ailleurs, est intéressante. Oui. C'est pas parce que vous donnez plus d'argent aux gens qu'ils vont trouver à se loger. Ils vont trouver à se loger parce qu'on va construire des logements. Il faut surtout pas donner de l'argent aux gens pour qu'ils se logent. Voilà. C'est une hérésie qu'on fait depuis plusieurs années, depuis les années 70. Il faut arrêter de donner de l'argent pour que les gens se logent. Il faut leur donner des logements et non pas de l'argent. Oui. Et cette chose-là, moi j'ai fait des rapports sur cette question également. Non, mais je sais que vous connaissez ça. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a une erreur manifeste, dont on ne sort pas. Non, mais le logement, c'est dramatique. Oui, ça, mais bon, là, du coup, vous voyez, c'est pas donner 500 € aux gens qui leur apportent de l'autonomie. Non, mais même en règle générale, c'est pour ça que je conteste en fait cette idée d'une rémunération pour tout le monde et de l'autonomie. C'est pas une rémunération. C'est pas une rémunération. J'utilisais une petite image. Chaque être humain, vous comme moi, tout le monde, nous avons tous besoin d'être à 37 degrés pour fonctionner. Aucun être humain ne fonctionne s'il n'est pas à 37 degrés. Bon, 37 degrés, je dirais c'est 17 € par jour. Avec 17 € par jour, vous pouvez vous mettre à 17 degrés. À 37 degrés. Sinon, voilà. Donc, ces choses-là, c'est tellement important. Mais c'est pas ça qu'on remet en cause, Marc. C'est le bas de la pyramide de Maslow. Le bas de la pyramide de Maslow, je dis, un pays qui est à un niveau adulte, qui a un niveau de richesse suffisant, peut tout à fait décréter que personne ne doit être en dessous de 37 degrés. Donc, le 17 € par jour. Ça devrait être absolument naturel. Et donc, du coup, je ne vois pas pourquoi on va faire un truc compliqué à la place d'un truc hyper simple et efficace. Je ne vois aucune motivation à faire un truc compliqué et de garder les trucs compliqués actuels plutôt que basculer sur un système universel, simple, cohérent, transparent, financé, et ainsi de suite. Je ne vois pas aucune motivation pour ça. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le seul terme que j'enlèverais, c'est le terme universel. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord pour qu'on fasse un système simple, juste, transparent. Signé ici. Mais je ne veux pas qu'il soit universel. Voilà. Donc c'est... Bon, enfin...
Voilà. Non, mais le débat est intéressant, bon, on se mettra pas d'accord, parce que là, en fait, la différence, c'est une différence c'est pas une différence économique, c'est même pas une différence financière. D'ailleurs, vous avez essayé de nous emmener sur ce terrain tout à l'heure avec la question, est-ce qu'on peut financer? Et peut-être que vous attendiez d'ailleurs à ce que je dise, non, bien sûr, on peut pas financer, ça coûte trop cher, etc. Mais on peut financer ce qu'on veut, donc de toute façon, parce qu'on veut, mais... Bah si, enfin, on peut, c'est une question de priorité. Non, mais en France, aujourd'hui, on est dans le en même temps non financé. Non, mais enfin bon, en tout cas, si vous voulez, on peut faire des choix. Donc pour moi, c'est pas le principal. Alors je vais le dire autrement. En tout cas, si on voulait financer un revenu universel, on pourrait le financer, on pourrait trouver des ressources pour le financer. Donc c'est pas ça le sujet. Pour moi, le sujet est vraiment un sujet de principe, un sujet philosophique. Après, je sais que vous n'utilisez pas ce type d'argument, mais le revenu universel a été aussi défendu de longue date par des gens qui sont des gens de gauche et qui ont cet argument, pour le coup utilitariste, qui consiste à dire que, au fond, les évolutions technologiques détruisent de l'emploi, au risque de détruire de l'emploi, et donc il faut substituer au salaire un revenu qui ne soit pas lié au travail. Je sais que ce n'est pas votre façon d'entrer dans le sujet, mais je le dis pour la clarté du débat, parce que vous avez un certain nombre de gens qui proposent ça, y compris d'ailleurs des gens absolument pour qui je n'ai que de l'admiration, comme Bill Gates, par exemple, qui avait utilisé cet argument pour proposer le revenu, un revenu universel. Mais je suis en total... Et alors, de façon peut-être, moins prestigieuse que Bill Gates, parce que c'est quelqu'un de très bien par ailleurs, mais Benoît Hamon, il y a une dizaine d'années maintenant, pendant la campagne présidentielle, en 2017, voilà, il avait proposé ça. Je le dis simplement que si l'on parle du revenu universel, il ne peut se mettre en œuvre que par étapes, et que cette étape des 400 milliards ne peut être qu'une étape de moyen et long terme. Première précision. La première étape, ce sera de mettre en œuvre un revenu universel pour les plus pauvres, d'éradiquer par la pauvreté, par l'automatisation du RSA et le fait de le revaloriser, pour ce qui me concerne, de 10%, le portant à 600 €, et de le distribuer aux 18-25 ans. Et puis en plus, alors là, pour le coup, pardon de manquer de modestie, mais enfin, j'ai d'autres qualités, mais alors la réalité économique nous donne raison, mais jour après jour, puisque de toute façon, le problème des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter. Donc voilà, non mais je donne cet argument pour qu'on ait vraiment l'ensemble des arguments en tête. Franchement, vous avez vraiment raison de nommer la diversité des arguments sur le sujet, et certains qui ne sont pas les miens, clairement. Non, mais je sais. Juste rappeler que d'un point de vue historique, le premier texte de l'histoire, qui soit vraiment le texte fondateur de ce sujet-là, mais tous les promoteurs de cette idée partout dans le monde citent ce texte, c'est le texte de Thomas Paine, en 1795, sur la justice agraire, qui est le premier exposé structuré de pourquoi est-ce qu'il faut s'assurer que chacun ait un minimum pour vivre. Si on ne le fait pas, eh bien, en fait, on va avoir une société qui est malsaine, qui est déséquilibrée, sur lesquels les riches vont passer leur temps à défendre leur propriété, y compris les armes à la main, et les pauvres, ils sont soumis à la faim. Donc, étant soumis à la faim, du coup, ça devient absolument insupportable pour toute société. Ça, c'est le premier argumentaire. Ensuite, dans les années 60-70, le débat est reparti aux États-Unis, avec sous la forme d'impôts négatifs. Donc l'impôt négatif, c'est vraiment l'expression qui a fait florès à ce moment-là aux États-Unis, le Negative Income Tax. Ça a été repris en France en 1974 par Lionel Stoléru, avec ce livre qui a vraiment fait un tabac en 1974, Vaincre la pauvreté dans les pays riches. Donc là, qui faisait pour la première fois la référence à l'impôt négatif pour la France. Et puis ensuite, le débat a continué. Moi, j'ai travaillé là-dessus. Pendant mon bouquin que j'ai sorti donc, en 2013 avec Gaspard Koenig. J'ai ressorti un livre encore récemment sur Revenu universel. Voilà. Donc tous ces travaux sont extrêmement convergents. Et si vous voulez, les débats, quand Bill Gates nous dit oui, parce avec l'automatisation que nous créons nous, avec nos entreprises, avec nos GAFAM, ça met tout le monde au chômage, donc du coup il faut compenser ça. C'est un argument, effectivement je suis d'accord avec vous, qui est un argument défaitiste, qui est un argument qui n'a pas de vision, je dirais, de ce qu'est l'homme en fait. C'est quelque chose qui est mécanique, que je trouve absolument effroyable. Non, je crois que l'être humain a besoin de se réaliser. Nous avons tous besoin de nous réaliser. Et nous trouvons tous les moyens de nous réaliser dans des activités qui ont du sens pour nous, pour notre entourage, pour nos clients, pour nos enfants, pour plein de gens autour. Et ça, ça marque la personne humaine, quoi. Nous avons tous besoin de nous réaliser. Et je reviens sur mon point initial, les systèmes actuels découragent, empêchent les gens de se réaliser. Et donc moi, quand je propose un revenu universel, c'est pour aider les gens à sortir de ces trappes à l'inactivité pour retourner vers l'activité. C'est ça ma motivation vraiment très importante.
Je vais poser une dernière question pour finir sur le débat, mais justement, est-ce que les entreprises, elles ne risquent pas de modifier leur prix en fonction du revenu universel, que ce soit la baisse des salaires, l'augmentation des prix, etc. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus ? Alors moi, mon idée, c'est que le revenu universel, tel que vous le proposez en tout cas, est à un niveau qui est faible. Ce qui d'ailleurs est un sujet aussi, parce que 500 €, en fait, personne ne peut vivre avec 500 €. Il y a des gens qui vivent avec moins que ça. Donc, enfin bon, c'est pas en tout cas ce qu'on veut pour notre pays et pour nos concitoyens. Donc je pense pas que ça ait un impact. Alors sur le niveau des prix, je suis sûr que ça a absolument aucun impact. Mais sur les entreprises, l'idée, si je comprends bien, ce serait de dire si les gens ont tous un revenu universel, les entreprises vont être amenées à diminuer la part salariale. Alors en fait, le système existe aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on appelle la prime d'activité. Et donc en deçà d'un certain niveau de salaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel, etc. Donc qui ont des rémunérations salariales qui sont très inférieures à 1 000 € par mois, hein, dans notre pays. Et donc, pour des rémunérations qui sont basses, l'État complète. Donc, c'est vrai hein, qu'il y a déjà ce débat académique pour savoir si ça a un impact sur les salaires. Bon, moi, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup d'impact sur les salaires. Je pense que les entreprises, elles fixent les salaires en fonction de l'idée qu'elles se font de la productivité des gens, et que derrière la question des salaires, il y a des questions de formation, des questions d'investissement, des questions de compétences, mais pas celle-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans notre débat, alors c'était peut-être pas là où vous m'attendiez, hein, je suis vraiment confus, hein, mais c'est vrai que j'ai plus mis l'accent sur les questions philosophiques que sur les questions économiques. Parce qu'en fait, moi, ma motivation contre le revenu universel est vraiment une motivation philosophique, beaucoup plus qu'économique. Je ne pense pas que du point de vue économique, à strictement parler, ça changerait énormément de choses. Voilà, donc sur le fait que que les employeurs vont moins payer leurs employés, alors il y a eu une expérience grandeur réelle en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, hein, avec le système de spin memorandum. Ce système a été donc décrié par pas mal d'économistes, donc au début du XIXe siècle. Et parmi les critiques, il y avait un certain Karl Marx, qui disait, voilà, ce système où on donne de l'argent aux gens pour qu'ils aient de quoi se nourrir, ce système-là, il va encourager les employeurs à moins payer leurs salariés. Ça, c'est la critique de Karl Marx. Bon. Aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites très justement, ça existe. Aujourd'hui, on a la prime d'activité qui fait à peu près ça. Et honnêtement, je ne crois pas que quelqu'un s'arrête de travailler parce qu'il touche une prime d'activité de 200 €. Enfin, je trouve que c'est un faux débat. Si on était sur des montants très importants, peut-être, mais là, on est sur des montants très faibles, effectivement. Donc là, on est juste en train d'assurer un socle pour tout le monde. C'est tout. Personne ne se dit, tiens, j'ai 500 €, du coup, j'ai ma vie faite. C'est un délire. Donc je crois que là, sur les effets aussi bien d'inflation que des incitations au travail, et ainsi de suite, on est un peu dans le délire. Voilà. Donc on est sur des choses extrêmement simples. Et donc par rapport à votre posture philosophique, ce qui est amusant, c'est que ce que vous énoncez est à peu près copié-collé de ce que je pense également. Et nous restons effectivement sur une incompréhension. Et je ne sais pas si je peux émettre cette hypothèse-là, mais je crois qu'il faut vraiment comprendre la nature du système actuel. Hein. Sur les 10 minima sociaux, je vais prendre peut-être 2-3 exemples pour qu'on se rende bien compte des choses. Quelqu'un qui est à l'ADA. ADA, c'est une allocation pour demandeurs d'asile. Vous allez me dire, c'est extrêmement limité, demandeurs d'asile. Demandeur d'asile, quelqu'un qui reçoit l'ADA, signe un papier, comme quoi on lui dit, monsieur, vous recevez l'ADA, et donc, vous n'avez pas le droit de travailler pendant 6 mois. Interdiction de travailler. Quelqu'un qui, dans les territoires d'outre-mer, demande le RSO, revenu de solidarité outre-mer. On lui dit, monsieur, vous demandez le RSO, très bien. Vous signez un papier comme quoi vous vous engagez à ne plus jamais travailler de votre vie. Ce sont 2 exemples caricaturaux. Ces deux outils-là font partie des 10 minima sociaux français. Et donc, nous avons aujourd'hui ces systèmes-là, puis pareil sur la hache, pareil sur les autres. C'est-à-dire que nous avons un système qui, de manière extrêmement objective, dit aux gens, surtout, ne bossez pas. Et si vous bossez, on vous enlève ce que vous avez gagné. Et donc, cette chose-là, dites-moi comment on fait autrement que par revenu universel pour sortir de ce piège-là. Comment on fait ? Ah bah non, mais si, on peut modifier tous ces systèmes sans revenu universel. Ça fait 50 ans qu'on s'étraîne et quoi, c'est le même problème. Parce qu'on ne s'est pas attaqué, parce que ça n'a jamais fait l'objet d'une priorité politique. Martin Hirsch, avec le RSA, il a essayé, mais il n'a pas réussi. En fait, je crois qu'il faut vraiment se sortir de sa tête cette idée qu'on va faire une solution qui est juste pour les pauvres. Parce que, ça sera une pauvre solution, et deuxièmement, on crée des pauvres.
et on les maintient pauvres. Il faut sortir de ça. Il faut dire, OK, c'est une solution pour tous les citoyens. À partir de ce moment-là, les gens disent, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose, demain, j'ai plus, tant mieux, et je circule de l'un à l'autre de manière extrêmement fluide. Et vous redonnez une vraie liberté aux gens de se déployer, de se reformer, de changer de poste, ainsi de suite. Sinon, vous êtes sur un truc, c'est que vous gardez les gens dans leur catégorie de pauvres, et ils y restent. Ils y restent. C'est le drame que nous avons aujourd'hui qu'il s'agit, à mon sens, vraiment de faire exploser. J'espère que ce débat vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour nous soutenir.